Bienvenue sur Intime Connexion, le podcast qui t'informe et t'accompagne vers l'épanouissement intime. Je suis Zina Hamzaoui, sage-femme, sexologue clinicienne, thérapeute de couple et auteure du livre Chut Chouma, et j'ai comme mission de transmettre ce que j'ai appris depuis plus de 10 ans pour enfin parler santé sexuelle sans tabou, tout en étant aligné avec nos valeurs spirituelles et de pudeur. Salam alaikum, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, un format vraiment spécial, c'est une nouveauté ici sur Intime Connexion et j'ai le plaisir d'accueillir Nihed Takal, logopède spécialisée en troubles oro-myo-fonctionnels. Accroche-toi bien, donc c'est la dernière fois que tu auras entendu ce mot-là de ma part. On va l'abrévier en l'utilisant OMF. Alors Nihed, bienvenue. Salam alaikum Zina, merci de m'accueillir sur ce podcast. Merci à toi, donc je sais que c'est une première aussi pour toi, donc no stress, tranquille, on va y aller pas à pas. Et donc, est-ce que tu pourrais justement nous expliquer qu'est-ce que tu fais concrètement, parce que ce mot barbare trouble oro-myo-fonctionnel n'est pas forcément clair pour tout le monde. Donc voilà, effectivement, je suis donc logopède spécialisée en troubles oro-myo-fonctionnels. Alors c'est une spécialisation en fait qui traite tous les dysfonctionnements liés aux fonctions oraux, donc de la bouche, à savoir la respiration, la déglutition, la mastication, etc. Et du coup, dans ce cadre-là, j'ai aussi été amenée à me former en rééducation, diagnostic et rééducation des freins restrictifs de la langue, des freins restrictifs buccaux en fait en général, et aussi donc du coup ceux qu'on connaît le plus souvent, c'est ceux de la langue, les freins de la langue. Les freins de la langue, ouais. Donc juste pour les Françaises et les Français qui nous écoutent, donc quand on parle de logopédie, en fait on parle d'orthophonie. Donc une logopède, c'est une orthophoniste. Mise à jour parce que vous êtes pas mal de Français à nous écouter par ici. Et donc Nihed, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement c'est quoi un frein de langue? Donc moi en tant que sage-femme, j'ai quand même quelques notions, alhamdoulilah. Mais voilà, on a entendu beaucoup de choses, on a entendu parler des freins de langue, des freins de bouche, des freins de lèvres aussi. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce que c'est et comment est-ce qu'on les distingue finalement? Alors, les freins buccaux, donc en fait, on va prendre donc voilà, les freins buccaux. Il y a, comme tu as dit, il y a les freins de lèvres, les freins de joue et le frein de langue. Le frein de langue, c'est tout simplement un résidu embryologique entre la surface antérieure de la langue, la surface avant de la langue, et le plancher buccal. Okay. Donc en fait, c'est ce qui se passe, c'est ce qu'on retrouve en fait lorsqu'on relève la langue. Le petit fil là. Ce petit fil voilà qui retient la langue au plancher buccal. Okay. Et ce petit frein de langue, il peut être restrictif, c'est-à-dire qu'il va restreindre les mouvements de la langue. D'accord. Et c'est là qu'il est problématique, on va dire. Ok. En soi, on a tous un frein de langue. Oui, exactement. Nous avons tous un frein de langue. Donc si on lève tous la langue, on va voir qu'il y a un petit, comme un petit fil transparent. Ouais. Il n'est pas forcément problématique, donc c'est vraiment naturellement on en a un. Mais quand est-ce qu'il va poser problème ce frein de langue? Voilà, il pose problème, comme je l'ai dit, lorsque les mouvements de la langue sont restreints. C'est pour ça qu'on parle d'un frein de langue restrictif. Okay. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'ai fait appel à toi parce qu'en tant que sage-femme, quand je fais les suivis à domicile après l'accouchement, donc ce que je constate parfois, c'est qu'il y a des bébés qui ont des difficultés à téter et pas à allaiter, parce que j'ai beaucoup de parents qui me disent oui, mon bébé allaite. Non, c'est la maman qui allaite et le bébé qui tète. Et donc, ce que je constate, c'est qu'il y a des bébés en fait qui n'arrivent pas à bien ouvrir la bouche, à bien sortir la langue. Et donc, parfois, on va avoir des difficultés vraiment lors de l'allaitement. Ça peut créer par exemple des crevasses, ça peut créer des douleurs lors de la prise du sein. On peut voir aussi des bébés qui vont très vite se fatiguer lors de la mise au sein et qui vont, si tu veux, prendre le sein, le lâcher, reprendre, lâcher. Donc c'est vraiment pas une mise au sein qui est efficace. On va aussi constater qu'il y a des bébés qui vont prendre le sein, mais la tétée, elle est pas suffisante. Et comment on l'observe? Donc nous, on va
peser le bébé et on va constater en fait que le bébé, il y a plusieurs tétées sur la journée, mais la prise de poids, elle n'est pas suffisante. Donc bien sûr, on va faire un check-up avec la maman. Je vais voir que elle boit bien de l'eau, pas de thé, pas de café, mesdames, en postpartum, si ce n'est 1 tasse par jour pour votre bien-être mental. Mais faites attention vraiment à l'excès de caféine et de théine. Ça, je referme la parenthèse. Donc souvent, je suis face à des mamans qui vont bien boire de l'eau, donc qui vont vraiment avoir un état d'hydratation qui est suffisant, qui vont bien manger, qui vont se reposer, et malgré ces faits-là, finalement, le bébé, il prend pas de poids. Donc là, je me dis, c'est pas possible. Enfin, j'ai une maman qui, en termes de production de lait, c'est suffisant. D'ailleurs, en tirant leur lait, elle voit que la quantité de lait, elle est suffisante. Mais on voit que le bébé, il prend pas assez de poids. Et là, effectivement, je vais me dire, tiens, peut-être qu'effectivement, la position de la bouche, elle est pas bonne. Donc moi, jusqu'alors, je connaissais absolument pas en fait les rôles des logopèdes, des orthophonistes. Et donc, systématiquement, je renvoyais vers des sages-femmes spécialisées en allaitement, ou bien vers les ostéopathes aussi, parce que je voyais que finalement, il y avait des tensions chez le bébé. Donc, concrètement, qu'est-ce que je faisais ? Je mettais le doigt dans la bouche du bébé. C'est drôle parce que quand je parle, en fait, moi, je parle avec mes mains. Donc là, j'ai mon petit, mon petit auriculaire qui est pointé. Et donc, je mettais le doigt dans la bouche et je voyais que soit le bébé, en fait, effectivement, sortait pas bien sa langue, ou soit que, en fait, il y avait trop de tension dans la bouche. Donc, moi, je renvoyais vers ostéopathe et ou sage-femme consultante en allaitement. Et maintenant, en fait, je découvre que, en fait, il y a des logopèdes qui sont spécialisés dans ces troubles-là. Et donc, c'est génial de savoir que il y a une prise en charge. Alors, il y a beaucoup de parents qui ont entendu parler du fait qu'il y avait des freins de langue qui pouvaient être coupés déjà à la maternité. Donc, c'est un pédiatre ou une pédiatre qui coupe le frein de langue. Est-ce que, d'après toi, on pourrait retarder peut-être cette frénectomie ou bien même ne pas la faire si justement les logopèdes intervenaient? Alors, effectivement, c'est vrai que à la mater, un frein, il y a plusieurs spécialistes qui sont habilités à sectionner ce frein, notamment les pédiatres. Ok. Il y a d'autres spécialistes? Les orthodontistes peuvent aussi, dentistes, en tout cas ceux qui se sont formés. Donc c'est pas dans leur formation initiale. Okay. C'est une volonté. Bon, en général, à la maternité, on les croise pas ceux-là. Oui. là, je me mets vraiment dans la peau d'une maman. Exact. En fait, moi, ce que j'aimerais dire, c'est d'abord, il faut vraiment s'assurer que ces problèmes de prise de poids, les problèmes que rencontre la maman même au niveau de la difficulté, au niveau de ses seins, des crevasses, etc., c'est extrêmement douloureux. Il faut vraiment s'assurer, en tout cas, être certaine que c'est pas un problème de positionnement, un problème de lactation, etc. Donc là, c'est vraiment le rôle des sages-femmes qui sont spécialisées en allaitement ou des conseillères en lactation. Coucou les conseillères, parce qu'elles sont aussi là, elles font aussi un rôle super important. Elles ont aussi un rôle super important. Et si, suite à tout ça, quand on a checké tous ces paramètres-là, et on voit qu'effectivement, c'est plutôt au niveau vraiment de la langue. C'est vraiment le mouvement donc de succion, donc antérieur, postérieur, qui n'arrive pas à se mettre en place. C'est comme tu disais, cette langue qui n'arrive pas à se ventouser au sein et elle fait que claquer, elle relâche, etc. Là, généralement, le pédiatre, la sage-femme ou la conseillère en lactation nous réoriente les bébés. Du coup, pour suspicion de frein restrictif ou trouble de la succion. Okay. Donc concrètement, moi je suis une maman, je viens d'accoucher, je vois que mon bébé, on va dire, il sort pas bien sa langue. Au niveau de l'allaitement, je galère, j'ai soit des crevasses, donc vraiment des blessures au niveau des tétons qui font super mal. Et là, courage à toutes celles qui passent par là. On est avec vous. Donc je suis cette jeune maman-là qui est un peu perdue face à mon allaitement. À partir de quand est-ce que je peux te consulter? Mais en fait, dès la naissance, dès les premiers symptômes à la mater, dès qu'elle sort de la maternité, on peut rencontrer les mamans allaitantes. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que c'est pas seulement dans l'allaitement. Il peut y avoir des problèmes d'un trouble de la succion lors du biberon, parce qu'il y a des mamans qui font le choix, qu'on respecte bien sûr, de ne pas allaiter leur bébé. D'accord. Mais ou qui ne peuvent pas allaiter. Ou qui ne peuvent pas allaiter, effectivement, pour X ou Y raison. Ouais.
Donc même si un bébé prend le biberon, le fait d'avoir un frein restrictif, ça C'est peut juste- être compliqué. Ouais, quoi. je dirais juste que le biberon vient masquer un Masqué, peu ouais. les problèmes parce que le biberon, très souvent, la façon dont il est donné ou les types De tétine. de tétine font que le lait coule très facilement. Du coup, il n'y a pas le même effort D'accord. à fournir Qu'une mise au sein. qu'une mise au sein, tout simplement. Ok. Alors, on a pris rendez-vous. Donc concrètement, comment se passe la séance? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu examines le bébé? Donc là, on est vraiment avec les nourrissons. On va voir qu'il y a aussi une prise en charge plus tard qui est possible, mais là, on est vraiment dans le cadre du nourrisson. Qu'est-ce qui se passe? Alors, la première chose, donc lors du premier rendez-vous, on fait vraiment une très grosse anamnèse assez complète D'accord. pour vraiment essayer de trouver l'origine de ces difficultés. D'accord. Et ensuite, je fais... Donc, il y a une description... moi, il y a une analyse anatomique, c'est-à-dire ce que je vois du frein en tant que tel. Mhm. Et ensuite, dans le bilan, au-delà de la particularité anatomique qu'on peut trouver sur le frein de ce bébé, il y a aussi une particularité fonctionnelle. C'est-à-dire qu'un même frein, qui peut paraître court, n'amène pas forcément les mêmes difficultés. Et un frein qui est court, encore comme je l'ai dit, je le redis parce que c'est super important, un frein qui est court n'amène pas forcément de symptômes. Okay, ça peut être juste une particularité anatomique de la personne. D'accord, donc tout frein court ne doit pas forcément être rééduqué ou coupé. Voilà. Okay. C'est-à-dire qu'il y a des patients, il y a des personnes qu'on rencontre dans d'autres cadres, par exemple, vu que je suis spécialisée en OMF, donc le pédiatre me l'envoie pour une mauvaise position de langue, parce que c'est un enfant qui respire par la bouche, par exemple, et du coup, je fais toujours un petit check rapide, et je vois qu'effectivement, le frein est très court, etc., mais que l'enfant compense très 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 bien, qu'il n'y a aucun symptôme, que ce soit au niveau de l'anamnèse, donc ce qui s'est passé durant l'allaitement, la diversification alimentaire, et après dans sa vie actuelle, donc il n'y a pas de problème. Donc ils vivent très bien avec ça. Alors que moi je ne vais pas, dès que je vois un frein, lui dire ah non là tu dois aller faire une frénectomie, donc c'est cette petite... incision, enfin coupure. Ouais, voilà. Ok. Et cette coupure, donc je reviens juste à la consultation, donc si tu reçois un nourrisson, donc il y a des exercices que tu vas lui faire en consultation, que les parents devront refaire, comment ça se passe? Donc en fait les bébés, pour travailler avec eux, c'est surtout des massages. D'accord. C'est des massages qui vont permettre en tout cas de relâcher toutes les tensions qu'il y a dans la bouche au niveau du plancher buccal, des muscles qui sont très 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 fort sollicités et très tendus. Et donc du coup, on va permettre tout simplement ces massages en fait. Une fois que le bilan a été fait, l'anamnèse complète a été faite et on constate que c'est vraiment un frein, parce qu'il est possible que la maman vienne pour un frein parce qu'une consoeur, une collègue m'a réorienté le bébé, mais qu'il n'y a pas de frein. Donc du coup, on trouve le problème. C'est pour ça qu'on prend vraiment le rendez-vous dure au minimum 1h30 pour faire une grosse anamnèse avec la maman, et après tout le temps qu'on accorde au bébé pour l'analyse, pour que je puisse anatomiquement voir si frein ou pas, court ou pas, et ensuite fonctionnel, au niveau donc l'analyse fonctionnelle, et voir si finalement, est-ce que ce frein limite, est-ce que c'est vraiment ces petits résidus là, sous ce petit fil sous la langue, qui vient empêcher le mouvement de la langue du bébé. Donc en fait, et donc là, suite à ça, directement en fait, on laisse pas la maman partir toute seule, sans on lui dit ah oui, effectivement il y a bon courage. Bon courage. Non. On donne déjà des petits exercices, des petits massages qu'on explique d'abord. Que tu fais? Que je fais généralement moi sur un poupon. Mais je peux aussi le faire chez certains parents préfèrent qu'on fasse la manipulation nous-mêmes. Donc voilà, on fait la manipulation sur le bébé, on montre et on essaye de donner vraiment des objectifs réalisables pour pas submerger les parents. On sait ce que c'est que le postpartum. Tu vas pas faire des séances 3 fois 1 heure sur la journée quand déjà t'es en déficit de sommeil, tu vois. Pas du tout. Et donc là, quand tu vas conseiller ces exercices-là, après quelques jours déjà, les parents peuvent voir une amélioration, que ce soit lors de la mise au sein ou bien lors de la prise du biberon. Exactement. Dans la majeure partie des
des cas, Ok. on voit que le bébé arrive à À sortir la langue. c'est-à-dire, non, attends, 4 secondes. Je voulais dire que les bébés, que les mouvements de langue, voilà. Vas-y. Donc dans la majeure partie des cas, les mouvements de langue sont meilleurs. Et donc Ok. du coup, ça facilite l'allaitement. C'est-à-dire que le bébé arrive à allaiter avec moins de tension, À téter. moins... Voilà. Ben voilà, on le disait encore. À téter. C'est-à-dire que dans la majeure partie des cas, on remarque qu'après, lorsque les massages sont faits, D'accord. j'ai pas envie de dire de façon assidue pour pas mettre de pression aux parents, mais il faut quand même faire les Au massages. bout d'un parce moment, que on n'a nous, rien sans rien. Hein. Voilà, effectivement, nous on leur explique un peu ce qu'il faut faire, quels sont Ok. les mouvements à essayer pour des mouvements, les massages à faire pour désensibiliser la bouche, etc. Ok. Mais ensuite, il faut quand même les faire. Et généralement, quand ils sont faits correctement et de façon assez assidue, on remarque que les mouvements de langue sont beaucoup plus amples et donc du coup que le D'accord. bébé arrive, que la maman arrive à allaiter avec beaucoup moins de douleur, etc. Ok. Mais je tiens à préciser que c'est vraiment un travail qui se fait aussi en collab avec d'autres professionnels de santé. Donc s'il y a une conseillère en lactation, etc., D'accord, on ok. reste vraiment en contact pour Ok. essayer d'accompagner au mieux les parents, Ok. en tout cas la maman. Et donc, ces séances de rééducation, finalement, elles ont lieu soit avant une frénectomie, si elle va avoir lieu, ou bien après. Ça peut avoir lieu après aussi. Oui, bien sûr. Ok. Et est-ce que ces séances-là, elles peuvent justement empêcher une frénectomie d'avoir lieu? Bien sûr. Il est super important et fortement recommandé, même dans la littérature scientifique, de faire une rééducation pré-op D'accord. pour permettre à cette langue quand même d'enregistrer certains mouvements et plutôt aussi de détendre certaines tensions au niveau de la bouche, etc. Ok. Et on remarque très 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 souvent qu'une rééducation qui est bien faite, c'est une rééducation qui va écarter en fait la frénectomie, quoi. Elle est plus là. Et en tout cas, je conseille une frénectomie que si après plusieurs séances de rééducation D'accord. et que les parents sont assidus, voilà, nous disent On a fait notre part. Voilà, que les parents ont aussi fait leur Ouais. part. Là, on dit, ah ben écoutez, les tensions sont beaucoup trop importantes, ce frein est beaucoup trop restrictif, D'accord. alors là, du coup, on envoie vers une frénectomie. Ok. Alors, finalement, toi, en tant que professionnel de la santé ici, est-ce que tu ne trouves pas qu'il y a beaucoup trop de frénectomies qui ont lieu de manière précoce? C'est-à-dire, moi, j'ai déjà eu plein de bébés en postpartum. Enfin, moi, j'ai 3 vrais bébés, hein, vous avez compris depuis le temps. Mais depuis toutes ces années où je fais du postpartum, donc en tant que sage-femme à domicile, j'ai déjà eu pas mal de bébés qui ont eu une frénectomie à l'hôpital. Donc, il faut savoir que le séjour en maternité, il dure 48 heures. Et des fois, on dépasse un petit peu, on reste un jour de plus, mais il y a eu pas mal de frénectomies qui ont eu lieu déjà à l'hôpital. Et finalement, alors qu'une rééducation aurait pu avoir lieu. Exact. Donc, bien sûr, je pense que chacun fait comme il peut, avec les outils qu'ils ont, mais malheureusement, tout le monde n'est pas formé à l'allaitement, tout le monde n'est pas formé aux problématiques de frein, aux problématiques que rencontre un bébé. Et donc, malheureusement, des fois, à cause de manque de formation, manque de sensibilisation, on a connu à une certaine période des frénectomies à tout va, et effectivement, vu que ça prend 2 secondes à faire, eh bien hop, on sectionne au ciseau et la maman rentre chez elle. Mais on ne lui demande pas de se faire suivre par un professionnel, on ne l'oriente pas vers des professionnels qui sont compétents et formés dans ce domaine. Et donc du coup, des fois, effectivement, c'était le cas, c'était un frein qui était court, et que vu que la maman arrivait à bien mettre son bébé au sein, etc., le fait de téter, la cicatrisation se faisait bien. Mais par moment, le problème, c'est que vu que cette langue n'a pas été correctement sollicitée, que les mouvements n'étaient pas assez bons, et bien en fait cette cicatrice, je vais le dire très
vulgairement, je vulgarise un peu, mais en fait la cicatrice va se faire toute petite et elle va garder cette langue qui est censée normalement se libérer du plancher buccal, elle va rester bloquée au niveau du plancher buccal, donc en fait c'est comme si on n'avait rien fait. D'où l'importance de faire une rééducation pour vraiment essayer d'aider ce bébé à faire tous les mouvements nécessaires de la langue. Et si je suis un parent qui a eu un bébé qui a eu une phrénectomie il y a déjà quelques mois, est-ce qu'il est trop tard pour faire une rééducation, même des mois après? Il n'est jamais trop tard. Par contre, plutôt c'est, mieux c'est, tout simplement. Et puis, si des mois après, les parents ont besoin d'aller voir un pro, c'est qu'il y a toujours une problématique. Donc ça veut dire que peut-être que cette cicatrice, en fait, elle est toute petite, elle est embêtante. Et c'est comme si ça avait fait des adhérences. Donc ça vient faire des plis, et donc du coup la langue reste bloquée, quoi. Là, on a parlé des freins de langue, donc il y a aussi les freins de lèvres. C'est le même principe, finalement? Oui, alors il existe des freins de lèvres et des freins de joues, bien que la littérature scientifique il y a rien encore de très concret par rapport à l'impact des freins de joues, par exemple, dans l'allaitement. Par contre, il arrive que le frein de langue soit aussi sectionné en même temps que le frein de lèvres, excuse-moi. D'accord, ok. Et est-ce qu'il y a des bébés qui sont plus à risque, par exemple, parce que par exemple, je pense aux prématurés. Est-ce qu'ils sont plus à risque d'avoir des freins de joues, des freins de lèvres, le temps que justement la croissance n'a pas été terminée, Non. Non, par contre, il y a une composante génétique. Ok, oui. C'est intéressant ça. Ouais, il y a une composante génétique, donc c'est vrai qu'on remarque que lorsque dans la famille il y a eu plusieurs freins de langue, d'autres frères et sœurs peuvent l'avoir. Pas tous, mais c'est possible. Il y a un facteur génétique Il y a un facteur génétique. La maman, le papa, etc. Ok. Autre question, Nihed, est-ce que par exemple, si il n'y a pas eu de souci d'allaitement, donc juste je rappelle les différents soucis d'allaitement que une maman peut rencontrer. Donc je disais une mise au sein qui est douloureuse, l'apparition de crevasses, un bébé qui se fatigue très vite au sein, un bébé qui n'a pas une succion qui est suffisante pour prendre du poids malgré la production qui elle est satisfaisante. Il y a aussi les bébés qui vont avoir une bouche qui va pas bien se fermer, ils vont pas bien ventouser. Et du coup, il y a des écoulements de lait qui peuvent avoir lieu pendant la tétée. Donc ça peut être un signe aussi de la présence d'un frein de langue ou frein de lèvres ou frein de joue, mais surtout les freins de langue. Imaginons, j'ai pas eu ces problèmes-là, mon enfant grandit, mais je me rends compte qu'il parle pas très bien, qu'il y a des sons qu'il n'arrive pas à bien prononcer. Est-ce que là, je peux me dire, tiens, effectivement, peut-être qu'il y a un problème de frein et peut-être que je devrais faire un petit tour chez la logopède ou l'orthophoniste? Alors, toi, je suis la maman catastrophe, là, tu vois, en mode, mon bébé a un problème, il faut que je consulte. Alors, c'est pour ça qu'on consulte toujours en premier lieu un pédiatre. D'accord. Un pédiatre ou un ORL. Si on prend le cas d'un enfant qui a 3 ans, on a souvent le cas des parents qui nous appellent un peu en catastrophe. Mon enfant n'articule pas tous les sons. Alors que mon neveu, oui. Ça va pas, etc. Effectivement, une prise en charge précoce, c'est toujours très intéressant. D'accord. Par contre, il ne faut pas s'alarmer trop vite. D'accord. C'est-à-dire que c'est tout à fait normal qu'un enfant de 3 ans n'articule pas tous les phonèmes. D'accord. Et phonèmes, c'est quoi? Tous les oui. Voilà, moi pas être logopède. On va vulgariser de nouveau. Ce serait en fait tous les sons. D'accord, ok. De la langue. Et il y a des phonèmes qui se mettent en place jusqu'à 6 ans et demi. Donc, ok, faut pas être pressé, je parle, par exemple, si mon enfant, il sait pas dire chat et dit ça à 3 ans, voilà. C'est pas grave. C'est pas grave. Parce qu'il y a des phonèmes qui se mettent en place beaucoup plus tard. Ok. Et ça, si vous allez chez votre pédiatre et que vous lui faites part de toutes nos inquiétudes. De toutes vos inquiétudes. Okay. Il peut vous faire une prescription de bilan logopédique. Et là, du coup, vous venez nous voir, moi ou quelqu'un d'autre. Et là, du coup, le logo vous fera un bilan complet. Okay. Et verra si effectivement c'est juste un problème d'articulation. D'accord. Ou c'est un problème de langage. Est-ce qu'il y a vraiment un retard de langage? Jusqu'à 3 ans, un enfant, ça parle. Ouais. Ça fait des phrases, etc. À 3 ans, un enfant doit parler? Oui. Okay. Oui, bien sûr. Je le répète parce que
on constate quand même de plus en plus d'enfants qui parlent tardivement, qui parlent moins bien à cause aussi de l'impact des écrans. Et ça, je pense que ça donnera lieu à un autre épisode, Inch'Allah. Mais en tout cas, il faut savoir qu'à 3 ans, normalement, un enfant qui a pas de troubles, que ce soit vraiment physique, du coup, là, je pense vraiment aux troubles oraux-myofonctionnels, ou bien à des troubles psychologiques, un enfant est censé parler. Bien sûr. Mais là, du coup, dans ma tête, on va dire, je suis en ébullition, là, je me dis, avant même d'être au stade de la discussion, est-ce que, en tant que parent, j'aurais pu finalement me poser la question, si j'ai un enfant qui a du mal à avaler, tu vois, quand on va passer à la diversification alimentaire, si j'ai un enfant qui a du mal à avaler certains aliments, qui veut uniquement manger du mixé, est-ce que ça peut être lié justement à un trouble aussi lié à un frein de langue? Oui. Ça peut être lié. Après, souvent, en fait, ça nécessite vraiment un bilan logopédique complet. Et il faudrait même voir s'il n'y a pas un TAP. C'est quoi un TAP? Un trouble? Oui, un trouble alimentaire pédiatrique. Ok. Voilà, ça me revenait pas. Parce qu'il y a des enfants qui peuvent développer certaines aversions à l'alimentation, des difficultés à s'alimenter, qui n'acceptent pas certaines textures, etc. Donc il faut il faut pas s'inquiéter trop rapidement, mais en tout cas, ça peut être dans dans le cadre d'un bilan, ça peut être... Dans le cadre d'un bilan, ça peut être intéressant. Après, tout le monde n'est pas formé dans ce domaine-là, et là, du coup, il faudrait trouver des consoeurs formés dans cela pour vérifier si oui ou non il y a des difficultés au niveau de l'alimentation. Et en parlant de consoeurs, alors, faut savoir que toi, tu travailles depuis 2020, tu es à ton compte, donc tu es déjà installée dans un cabinet. Et alors, qu'est-ce qui t'a amené chez nous à Misen? Pourquoi avoir voulu rejoindre notre équipe? Eh bien, donc effectivement, j'ai un cabinet avec des super collègues sur Jette. Mais c'est un cabinet qui est d'ailleurs génial. Il faut que vous veniez. Mais c'est un cabinet dans lequel on reçoit beaucoup de patients qui sont scolarisés, donc déjà plus grands, donc en maternelle, maternelle primaire. Généralement, même à partir de 3 ans, on les reçoit. Et on est entouré de beaucoup d'écoles, donc qui nous renvoient des élèves, leurs élèves. Ou les PMS, etc. Mais dans le cadre de ma spécialisation, alors effectivement, si on parle de troubles oromyofonctionnels, donc problème de déglutition, de position de langue, pas une respiration qui est pas nasale, donc qui ne se fait pas par le nez. Alors là, du coup, je reçois des enfants à mon cabinet à Jette plus grands. Mais je prends aussi en charge les bébés. Et pour prendre en charge les bébés, pour moi, c'est super important de travailler en équipe, comme je le disais au tout début, donc avec des sages-femmes, des conseillers en lactation, pédiatres, etc. Kiné, ostéo, parce que des fois, il y a des tensions, ne serait-ce qu'au niveau de la nuque, etc. Donc là, c'est super important de bosser avec. Je pense aux bébés qui, tu vois, quand lors de l'expulsion à la naissance, qui sortent comme des boulets de canon, tu vois, en tant que sage-femme, on a cette expression-là. Les femmes qui ont accouché, qui ont eu une expulsion très rapide, savent très bien de quoi je parle. Et en fait, on se retrouve avec des bébés, tu vois, qui ont vraiment comme la tête qui rentre en fait au niveau des épaules comme ça. Et effectivement, on va sentir énormément de tension au niveau de la mâchoire. Et effectivement, là, il y a une prise en charge pluridisciplinaire qui est essentielle, qui se fait souvent entre pédiatre, sage-femme et ostéopathe et kiné. Donc en fait, le fait d'être pris en charge avec différents corps de métier, ça permet un résultat beaucoup plus rapide. Exactement. Donc c'est ce qui m'amène tout simplement chez Misen, voilà, pour être plus proche de professionnels qui ont accès, enfin qui travaillent directement avec les bébés, et aussi parce que la logopède dans tout ça, elle n'est pas très connue dans le trouble, en tout cas dans les problématiques de freins restrictifs buccaux. En toute honnêteté, avant que tu viennes, je n'y connaissais pas grand-chose en fait. C'est-à-dire que comme je te disais tout à l'heure, je référais
aux sages-femmes spécialisées en allaitement, aux ostéopathes, parce que moi-même je l'avais testé avec un de mes enfants et ça avait vraiment bien fonctionné, mais je n'avais pas connaissance des logopèdes. En fait, pour moi, les logopèdes orthophonistes intervenaient bien plus tard quand il fallait parler, en fait, tu vois. C'est souvent ça. Et souvent, voilà, on n'y pense pas parce qu'on nous l'apprend pas. Donc, je sais pas si dernièrement, dans les études de sage-femme, est-ce que ça a été mis à jour et justement, parce bien sûr, on nous rappelle sans cesse qu'il faut travailler en pluridisciplinarité et que c'est important de référer. Est-ce que ces informations-là ont été mises à jour ou pas dans le cursus, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pour ça que je pense que cet épisode-là, il est autant adressé aux parents. On a beaucoup parlé des mamans, mais bien sûr, les papas, votre place est parmi nous aussi. Mais aussi aux professionnels de la santé, donc notamment à mes autres consoeurs sages-femmes, qui puissent justement dorénavant penser à vous, en fait, en tant que spécialiste dans les troubles OMF, parce que c'est pas commun, en fait. On n'en parle pas assez. Mais en fait, on est beaucoup de... Je reprends. Alors, en France, c'est très connu. C'est vraiment l'orthophoniste qui prend en charge ces problématiques-là. Après, il y a des conseillers en lactation qui sont formés dans la prise en charge des freins restrictifs buccaux. C'est une formation en plus de leur casquette de conseillers en lactation, et donc qui peut être très intéressante. Des ostéos se forment, notamment les ostéos et les kinés. Mais c'est des formations spécifiques, en plus de leur formation initiale. C'est une spécialisation. En fait. Oui, voilà, c'est une spécialisation. Et en fait, il faut savoir que la logopède, l'orthophoniste, son champ d'action est très très large. Il est de la naissance à la gériatrie. Donc, on peut être en mater, donc effectivement pour tout ce qui est pour ce type de problématique, et en gériatrie. Durant mes études, j'ai fait des stages en gériatrie, et donc du coup c'est rien à voir, quoi. On est sur des pôles différents. Donc dès qu'on est diplômé, en fonction de ce qu'on a préféré, de vos préférences, tout simplement. De nos préférences, effectivement. Ben, du coup, on se spécialise et on fait des formations en plus, quoi. Mais pour vraiment se spécialiser dans un domaine et pouvoir proposer une prise en charge qui est vraiment complète. Donc oui, on est là, mais on est très peu à être formé, ça c'est le cas de le dire, en OMF déjà. Il y a vraiment... c'est très compliqué de trouver une logopède en neuromyofonctionnel, même si elles sont là. Mais malheureusement, voilà, c'est les parents, le retour qu'ils me font, c'est que c'est assez compliqué. C'est assez compliqué de trouver et avoir des dispos assez rapidement. Donc nous maintenant, on en a une chez Misen, on la garde précieusement. Marche Bico. Et en tout cas, vraiment hâte de collaborer et de faire les suivis de nos petits patients, du coup, de nos petits nourrissons. Et vraiment, quand on trouve justement la cause d'un problème d'allaitement, c'est vraiment une joie, et pour nous en tant que professionnels de la santé, mais surtout pour les parents, et surtout pour la maman, de dire ok, en fait mes crevasses, c'est pas juste parce que je mettais mal mon bébé au sein, en fait c'est vraiment indépendant de ma volonté. Quand le diagnostic est posé, c'est vraiment libérateur aussi, parce que ça enlève beaucoup de culpabilité. Tu sais, on est beaucoup dans une société qui met la pression aux femmes. Il y a aussi beaucoup de critiques faites aux femmes qui n'allaitent pas, en mode c'est de ta faute, tu t'es pas donné à fond, t'as pas fait ce qu'il fallait, etc. Et d'ailleurs, je voulais revenir là-dessus tout à l'heure quand je t'avais posé la question de comment se passe une consultation. T'as dit, il y a une anamnèse, ça prend au moins 1 heure. C'est-à-dire, c'est pas la voisine du coin qui va dire, ah oui, non, effectivement, je pense que c'est un petit frein. Non, c'est vraiment respecter la profession. Même si, bien sûr, il y a l'expérience qui est là. Une maman qui a déjà eu plusieurs enfants, dont un qui a eu un frein, elle va très probablement être... on va dire outillés peut-être pour voir quelque chose, mais s'il vous plaît, référez-vous à des professionnels de la santé qui font du vrai travail. Faites attention aussi à tout ce qu'on peut voir sur les réseaux, hein. Je vous le dis sans cesse, de pas, on va dire, prendre tous les conseils qu'il y a sur les réseaux et de vous les approprier, parce que voilà, un cas n'est pas l'autre, un frein n'est pas l'autre, et comme tu l'as dit Niad à plusieurs reprises, tous les freins n'ont pas besoin d'être sectionnés.
un même frein qui peut être un frein court pour 2 bébés, s'il y a un bébé pour qui c'est fonctionnel, pas besoin de le couper, pour un autre, peut-être le falloir. Et ça, je pense que c'est ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, il y a pas de recette toute faite, il y a pas de recette magique, et c'est pour ça aussi que sur Intime Connexion, je prends vraiment le temps de vous partager du contenu qualitatif, et pas un conseil qu'on va juste trouver comme ça sur Google, déjà tout prêt, tout cuisiné. Mais de revenir vers des professionnels de la santé qui sauront vous guider justement, et de pas hésiter aussi même à demander plusieurs avis. Si un pédiatre vous conseille de couper un frein, peut-être de demander un second avis. On n'a pas parlé aussi des médecins ORL, des médecins stomatologues, qui ont aussi toute leur place bien évidemment dans cette prise en charge, et vraiment de comprendre que c'est pas que ce frein il est petit, mais que les conséquences elles peuvent être grandes, et donc que c'est à prendre au sérieux. Je sais pas si tu veux nous ajouter un petit mot de la fin. Écoute, je pense que t'as fait une super conclusion, mais effectivement, je le redis parce que c'est super important pour moi. Un frein court n'est pas forcément un frein restrictif. Comme je dis, ça peut être certains enfants, certains bébés peuvent avoir une particularité anatomique, mais au niveau fonctionnel, tout marche. Donc, on arrête de couper à tout va. Et d'où l'importance, voilà, comme je le disais, de prendre le temps de faire une anamnèse, de travailler en équipe pour éliminer toutes les pistes qui pourraient être en lien avec, comme on disait, la position, un problème de lactation chez la maman, etc. Et s'il vous plaît, qu'on minimise pas les souffrances des mamans allaitantes. Oui, le fameux... Quand on leur dit c'est normal de souffrir un peu, non, c'est pas normal. L'allaitement, c'est pas censé être douloureux. S'il y a douleur, c'est-à-dire qu'il y a une problématique. Et là, il y a un symptôme. Et quand il y a un symptôme, on va chez un pro formé, donc conseillère en lactation, sage-femme... Logopède, effectivement. Donc, voilà. Super. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me dire si vous connaissiez ou pas les troubles OMF. Je vais le dire pour la dernière fois, les troubles oro-myo-fonctionnels ou pas. Et si vous avez eu un bébé justement qui a dû subir une frénectomie, si vous avez déjà fait appel à une logopède orthophoniste spécialisée dans ces troubles-là. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. Salam alaikum. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Intime Connexion. J'espère qu'il t'a apporté des informations précieuses et utiles pour t'accompagner vers une sexualité épanouie. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne manquer aucun nouvel épisode. Tu peux également me suivre sur les réseaux sociaux pour rester informé de mon actualité. Si tu as des questions, des suggestions de sujets ou des témoignages que tu souhaiterais partager, n'hésite pas à me contacter. Souviens-toi aussi que la sexualité est un domaine intime et personnel. Et si besoin, tu peux consulter une ou un professionnel de la santé pour un accompagnement personnalisé. Merci encore d'avoir choisi Intime Connexion comme ressource pour explorer la sexualité, briser les tabous et créer des liens intimes plus profonds. Prends soin de toi, cultive l'amour et l'intimité et je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Intime Connexion.